Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler des transformations numériques dans la direction juridique. Ce sera dans quelques instants avec Arthur Sauzé, Head of Legal Operation Consulting chez EY Société d'avocats. On parlera ensuite de la pratique de la défense en perquisition chez l'avocat et le justiciable avec Vincent Gnoret, avocat associé chez Stas et Associés. Et enfin, on parlera des ventes d'œuvres d'art créées par l'intelligence artificielle avec Stéphanie Berland, associée chez DWF. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti! Tout de suite, on va parler de l'innovation dans les directions juridiques. Quelles sont les tendances? On en parle tout de suite avec mon invité, Arthur Sauzé, Head of Legal Operation Consulting chez EY Société d'avocats. Arthur Sauzé, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons parler ensemble de l'innovation dans les directions juridiques à l'aune de l'enquête menée par EY Société d'avocats. Pour commencer, quels sont les principaux enseignements de cette étude? Donc déjà, peut-être à titre introductif, je vais rappeler le contexte de l'étude. En fait, c'est la mise à jour d'une étude qu'on réalise tous les 5 ans sur à peu près 1000 directions juridiques dans plus de 21 pays. Et donc, on leur a posé des questions sur un certain nombre de sujets qui sont de l'ordre de l'organisation, de la stratégie, de la digitalisation, des KPIs. À peu près, voilà, comme je l'ai dit, une soixantaine de questions, entretien qualitatif et aussi sondage. Donc voilà pour les grandes lignes du contexte. Et donc sur les principales tendances dans les directions juridiques, ce qu'on constate, c'est que déjà, la transformation des directions juridiques est en marche, donc globalement partagée par toutes les directions juridiques, avec des degrés qui sont différents, et avec une bonne compréhension des défis et enjeux pour les directions juridiques, des budgets qui ont aussi été débloqués pour la transformation, des premières actions qui sont mises en place. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que la transformation des directions juridiques tarde à se mettre en place. Et ça pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une forme d'inadéquation entre les intentions et les actions qui sont effectivement réalisées, avec par exemple seulement un tiers des directions juridiques qui mettent en place, qui exécutent leur plan stratégique, avec des directions juridiques qui sont encore un petit peu trop silotées. Et puis de l'autre côté, la direction juridique qui paye aussi une facture, qui est sa grande difficulté à organiser, fiabiliser et structurer leurs données. Quels sont les défis, les facteurs de risque auxquels sont confrontées les directions juridiques aujourd'hui? Bien, j'ai envie de dire, comme les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises sont soumises à un contexte de bouleversement, avec l'intelligence artificielle, la pression réglementaire, le contexte géopolitique, aussi les enjeux en matière de durabilité. Et donc, par effet de symétrie, les directions juridiques sont aussi soumises à ces bouleversements. Mais ce qu'on constate, c'est que si en fait la grande majorité des entreprises et des groupes s'estiment plutôt confiants dans leur capacité à engager la structure et à s'adapter à ces défis, à peu près 3/4 des directions juridiques considèrent que ça va être, et que c'est déjà un bouleversement majeur et que la structure, leur organisation arrive à ses limites. Et donc, du coup, la direction juridique doit être capable de repenser son modèle opérationnel pour finalement être en capacité d'anticiper, de réagir plus rapidement à des risques qui sont en constante évolution, pour être un support aussi agile et flexible au business, et puis pour suivre et s'adapter aux changements réglementaires. Et ça, d'ailleurs, par rapport à ce dernier point, c'est le sujet de préoccupation qui arrive en tête des directions juridiques pour 60%, c'est-à-dire réussir à anticiper et s'adapter aux changements réglementaires, et notamment dans un contexte international. Et on sait qu'ils sont nombreux, on parle de réglementation sur l'IA, directive sur la durabilité. Toutes les directives sur la durabilité. Et donc, également, pour mener à bien ces projets de transformation numérique, il faut avoir un budget qui le permet. Quel est le contexte budgétaire des directions juridiques aujourd'hui? Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à notre étude qu'on a menée il y a 5 ans, là, sur ce point-là, il y a un changement. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on était sur une tendance qui était la diminution des budgets. Donc c'était faire plus avec moins. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'à peu près 83% des directions juridiques
on s'attend à une hausse des budgets dans les premières années, à peu près de 10% pour 40% des directions juridiques. Ça montre plusieurs choses. Premièrement, il y a une compréhension de l'importance croissance des risques juridiques. On parlait par exemple sur la durabilité, entre la CS3D, entre la CSRD, la deforestation, etc. Il y a une pression réglementaire beaucoup plus importante qui vient augmenter le flux du juridique. Il y a une compréhension aussi des limites de l'organisation actuelle, et donc il faut des moyens. Et je pense aussi que tout le discours qu'on a eu, et auquel vous avez contribué aussi, sur le directeur juridique business partner, commence à porter ses fruits. Mais en fait, cette hausse de budget, donc à peu près de 10%, est insuffisante pour absorber la charge qui va arriver. Et donc, nous, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que c'est beaucoup plus un budget qui est de l'ordre de l'investissement dans la transformation qu'un budget réellement affecté à recruter des personnes supplémentaires. C'est-à-dire que la transformation, c'est quelque chose qui prend du temps, qui implique un accompagnement, qui implique les efforts en termes de changement. Au début, ça fait un petit peu mal, mais derrière, on peut réussir à absorber avec autant le flux qui est croissant. Est-ce qu'il y a d'autres freins à la transformation numérique dans les directions juridiques ? Effectivement, nous, on a essayé d'axer aussi notre étude sur les difficultés qu'ont les directions juridiques. Et encore une fois, comme je l'ai dit, différence entre les intentions et l'exécution. Les intentions, 91% des directions juridiques considèrent que la digitalisation, c'est un sujet clé. Très bien, donc quasiment unanimement. C'est acté. Mais c'est acté. Il n'y a même plus de débat là-dessus, sauf chez les cabinets d'avocats. Mais de l'autre côté, en fait, il y a de nombreux freins et qui fait que ça peine à se mettre en place. Le premier frein, c'est le budget. Bon, vous allez dire que c'est contradictoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pas réellement. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les directions juridiques s'insèrent dans un mauvais timing dans les cadres de la planification budgétaire. C'est-à-dire qu'elles ne s'intègrent pas dans les process DSI, elles mènent leurs projets de manière un petit peu indépendante, et ce qui ne devrait être qu'une goutte d'eau dans le budget de transformation entreprise devient assez conséquent. De la même manière, la direction juridique travaille un peu trop en silo. C'est-à-dire que, par exemple, sur les sujets de CLM, Contract Lifecycle Management, on peut imaginer que les directions juridiques travaillent avec les achats, avec les commerciaux, potentiellement pour trouver des outils transverses. Et ça n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et donc, du coup, ça pèse sur le budget. Et puis, c'est les coûts croissants aussi des outils, notamment en termes d'IA générative, qui représentent en tout cas aujourd'hui un certain prix, qui est une contrainte. Et le deuxième point clé, des difficultés des directions juridiques à se transformer, c'est la question de la donnée. Parce que la direction juridique a des difficultés à produire des données structurées. Et donc, par conséquent, vu que la direction juridique n'est pas capable déjà d'identifier sa situation actuelle et sa manière de travailler et son activité, et derrière, elle est dans l'incapacité de prouver un retour sur investissement dans le cadre de la mise en œuvre d'un potentiel outil. Et ça, notamment, c'est un des points clés qui a été évoqué dans les difficultés des directions juridiques à se transformer, c'est l'incapacité à prouver un retour sur investissement. Et puis, de la même manière, sur la question des données, un des points clés qui apparaissent, c'est que la digitalisation tarde à se mettre en place parce que les directions juridiques travaillent avec des données qui ne sont pas forcément fiables, qui ne sont pas forcément structurées, et donc du coup, les outils ne sont pas bien alimentés, et c'est une limite en fait évidente. On entend souvent dire pas de transformation numérique sans gouvernance des données. Exactement. Donc il faut vraiment accorder une place à la donnée dans les projets de transformation numérique. Exactement. Et en fait, nous, le nombre de projets pour des directions juridiques, je pense notamment en matière contractuelle, en matière corporate, où les directions juridiques ne sont pas capables de me dire où sont leurs contrats, où des directions juridiques n'arrivent pas à avoir réellement de suivi de leurs entités, de leur activité, et tout ça, en fait, va nuire à la mise en place du projet. Et maintenant, quand on parle d'IA, c'est-à-dire que l'IA, certes, est un outil qui est très efficace, mais l'IA se base sur quelque chose. Et en l'occurrence, une direction juridique qui a identifié des contrats qui sont fiables, qui a identifié des baselines en matière de guidelines, de politique contractuelle qui est fiable, pourra avoir une IA robuste qui l'aidera à analyser ses activités. De la même manière, sur tout ce qui est gestion des coûts, c'est-à-dire que, je l'avais dit tout à l'heure, 87% des directions juridiques veulent réduire leurs coûts, mais de l'autre côté, seuls 20% des directions juridiques ont mis en place une évaluation de leurs coûts. Donc les directions juridiques, en tout cas pour beaucoup, naviguent à vue
Et donc moi, un des conseils que j'aurais à donner, c'est peut-être que plutôt que de chercher à investir tout de suite dans des outils qui sont assez chers et longs à mettre en place comme le CLM, peut-être se focaliser sur des outils très simples, déjà de pilotage de leur activité, de suivi des KPIs, et puis aussi de suivi des dépenses juridiques. Ce sera le mot de la fin, on va conclure là-dessus. Merci Arthur Sauzet, je rappelle que vous êtes Head of Legal Operation Consulting chez EY, société d'avocats. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue, on va parler de la pratique de la défense en matière de perquisition chez l'avocat et le justiciable. On poursuit ce Lex Inside, on va parler de l'ouvrage Pratique de la défense en perquisition chez le justiciable et l'avocat, publié chez LGDJ, avec le co-auteur de l'ouvrage, Vincent Gnoret, avocat associé chez Stas, également ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris. Vincent Gnoret, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi un ouvrage sur cette question de la perquisition chez le justiciable et l'avocat, et surtout la pratique de la défense en la matière? Pour une raison extrêmement simple, parce qu'avec mon confrère Elliot Bersegol, nous avons été convaincus de livrer notre expérience en cette matière pour l'exercice des droits de la défense. Il fallait que soient couchées sur le papier les différentes méthodes de contestation d'une perquisition, qu'elle ait lieu chez les justiciables, chez l'avocat, chez les journalistes, chez le parlementaire. Et si bien que nous devions faire part de notre expérience à celles et ceux qui sont susceptibles d'être concernés un jour par une mesure intrusive. Alors, dans votre ouvrage, vous recommandez d'harmoniser les différents régimes de perquisition. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez plusieurs régimes protecteurs. Par exemple, les avocats, par leurs bâtonniers, présents sur place, peuvent organiser des contestations. Les journalistes aussi. Les magistrats aussi, lorsqu'ils le sont perquisitionnés, c'est rare, mais c'est arrivé déjà, en 2014 notamment, dans une affaire sensible. Alors qu'en réalité, d'autres professions, comme celle des commissaires de justice, les parlementaires, les notaires, n'ont pas ce pouvoir de contestation. Un représentant de la profession est présent sur place sans pouvoir contester les saisies pratiquées par l'autorité judiciaire. Alors on va parler aux droits reconnus à l'avocat perquisitionné. Quels sont les droits spécifiques qui sont reconnus à l'avocat perquisitionné, notamment en matière de secret professionnel ? Tout à fait. La question est sensible. Le droit de l'avocat perquisitionné, c'est d'abord le droit à l'assistance par son bâtonnier. Et la Chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré le rôle du bâtonnier comme étant un protecteur des droits de la défense. La CEDH comme étant une garantie spéciale de procédure. Donc, il n'est de perquisition possible qu'en présence du bâtonnier et d'un magistrat à peine de nullité. Alors, l'avocat perquisitionné lui-même, lors de l'audience de contestation qui a lieu après les contestations du bâtonnier devant le juge des libertés et de la détention, a la possibilité d'observer le silence et le droit à l'assistance d'un avocat qui a été consacré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 2024. Il peut être assisté. Il ne peut pas l'être en l'état. Rien n'interdit, rien n'autorise la présence de l'avocat de la défense stricto sensu lors de la perquisition, que ce soit chez l'avocat ou en droit commun chez le justiciable, mais c'est une revendication de la profession. On va parler du recours pour l'avocat ou le justiciable perquisitionné. Quels sont les recours qui sont ouverts, aussi bien pour l'avocat que pour le justiciable, pour contester la validité d'une saisie qui est effectuée quand il y a une perquisition ? Eh bien, il faut distinguer le justiciable de l'avocat. La loi Confiance de 2022 a permis au justiciable d'avoir les pouvoirs du bâtonnier en contestation de perquisition. Il peut contester la saisie d'éléments couverts par le secret. Mais de quels éléments s'agit-il ? La Chambre criminelle vient de nous dire, par un arrêt du 11 mars, qui est tout frais, que le justiciable ne pouvait contester que la saisie de documents et non pas d'objets électroniques en lien avec le secret professionnel de la défense et du conseil. Donc ce pouvoir du justiciable est redoutable. Alors déjà un pouvoir de contestation. Ensuite, comme pour l'avocat,
qui, par son bâtonnier, conteste donc le pouvoir d'interjeter appel, qui est suspensif, de l'ordonnance du juge des libertés et des détentions, qui statue en première instance sur la validité des saisies pratiquées, leur versement en procédure ou la restitution des saisies à la personne perquisitionnée. Ensuite, il peut former un pouvoir en cassation contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, qui est le JLD, le juge des libertés et des détentions, au second degré. Ce pourvoi est suspensif et immédiatement recevable. Alors, vous avez évoqué les arrêts du 11 mars dernier de la Chambre criminelle. Concrètement, quelles sont la portée de ces arrêts ? Eh bien, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu 4 arrêts, dont 3 nous intéressent particulièrement à propos du même thème. Elle semble réduire, mais sa jurisprudence est ancienne sur ce point. Elle semble réduire la protection du secret professionnel au seul secret de la défense et du conseil pour la défense. Et elle laisse penser, mais c'est une erreur, elle laisse penser que le secret du conseil pur, autrement, trivialement annoncé comme étant un montage juridique, ne serait pas protégé. Donc le secret du conseil pur serait impur et dénué de toute protection parce qu'il est simplement le conseil. Là, la Chambre criminelle de la Cour de cassation doit, à mon avis, pour reprendre une expression anglaise, sortir de son placard et s'aligner sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, au visa de l'article 47 de la Charte de l'Union européenne, vient consacrer dans toute sa splendeur le secret du conseil pur, qui, en France, occupe 70% du marché des avocats. Pourquoi la Chambre criminelle a-t-elle cette position selon vous ? Parce que pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, l'activité de l'avocat semble se restreindre à la seule activité de défense pure, c'est-à-dire contentieuse. Dans l'un de ses arrêts du 11 mars, elle vient définir l'exercice de droit de défense comme étant l'exercice d'une activité contentieuse en droit civil, en matière civile, ou dans une procédure qui est susceptible d'aboutir à une sanction pénale. Donc on peut imaginer qu'il s'agisse d'une procédure criminelle ou correctionnelle. Pour vous, comment on peut consacrer justement la protection de ce secret du conseil ? Par l'exercice du droit de défense. Le bâtonnier est défini par la Chambre criminelle qui a rendu de très beaux arrêts à propos de l'exercice du droit de défense comme une garantie spéciale de procédure. C'est la jurisprudence de la CEDH, mais consacrée par la Chambre criminelle, qui le définit comme un protecteur des droits de défense. Nous avons à peu près 5 ou 6 arrêts. Cette même Chambre criminelle qui consacre la présence de l'avocat de la défense lors de l'audience du juge des libertés et des détentions en contestation de saisie. Et qui vient aligner les 2 missions d'exercice droit de défense par le bâtonnier, qui est en quelque sorte une amicus curiae, et la mission de l'avocat pénaliste choisi par l'avocat perquisitionné. Bref, on a une chambre criminelle dont certains pensent qu'elle est capricieuse, à la fois sur la définition du secret, trop traditionnelle, et la consécration de l'exercice droit de défense. Je pense qu'un jour, il faudra peut-être saisir la Commission européenne d'un recours en manquement pour que la chambre criminelle s'aligne, comme elle le prétend par ailleurs, non pas simplement sur la jurisprudence de la CEDH, mais sur celle de la CJUE, qui en l'état est l'unique juridiction qui vient protéger le secret professionnel, que ce soit de la défense ou du conseil pur. Pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres garanties qui devraient être apportées au droit de la défense au-delà du secret du conseil ? Oui, bien sûr. Ce qu'il nous faut en matière de perquisition de droit commun, et là c'est l'avocat pénaliste qui vous parle, il nous faut un avocat de la défense présent en matière de perquisition, quelle que soit la nature de la perquisition en droit pénal. Pourquoi ? Parce que l'avocat de défense est déjà consacré par les textes en matière de perquisition par les autorités administratives. Lorsque l'administration fiscale organise une visite domiciliaire, l'avocat de la défense est présent, c'est dans le texte. Même chose pour l'autorité des marchés financiers, même chose pour l'autorité de la concurrence. Alors, pourquoi attendre ? On va conclure là-dessus. Merci d'avoir présenté votre ouvrage, Vincent Niorey. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Stas, ancien vice-bâtonnier de Paris. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des ventes d'œuvres créées par l'IA. Tout de suite, on parle des œuvres d'art créées par l'intelligence artificielle avec Stéphanie Berland, associée au sein du cabinet DWF. Stéphanie Berland, bonjour. Bonjour Arnaud.
L'essor des œuvres d'art générées par l'intelligence artificielle suscite aujourd'hui à la fois du grand intérêt, mais beaucoup d'interrogations. Peut-on parler d'art pour ces créations qui sont générées par l'intelligence artificielle et qui est l'artiste en définitive ? Oui, alors vous avez tout à fait raison Arnaud, cet essor de l'intelligence artificielle depuis maintenant quelques mois, quelques années, bouleverse complètement le marché de la création. On voit des œuvres vendues, notamment une œuvre chez Christie's qui s'est vendue il y a quelques années pour des sommes très importantes. Portrait of Edmond Bellamy, je crois adjugé plus de 400 000 $, et qui était une œuvre créée par un collectif qui s'appelle Obvious et qui n'était pas constitué d'artistes au sens traditionnel du terme. Et donc ça pose véritablement la question aujourd'hui de qui est l'auteur de cette œuvre, qui est l'artiste lorsqu'on a une œuvre comme celle-ci, s'agit-il même d'une œuvre? Et voilà, certains disent c'est l'intelligence artificielle qui doit être considérée comme l'auteur, d'autres disent bah non, c'est celui qui a utilisé l'intelligence artificielle. Parfois, certains évoquent même le programmeur du logiciel. Et on sent bien que la notion même d'artiste est loin dans tout ça. Et donc voilà, ça crée un peu de la controverse. On va s'intéresser, pour bien comprendre, au processus de création et aux usages. Pouvez-vous évoquer le processus de création par l'IA et les différents types d'usages donc, dans cette création artistique ? Oui, alors c'est vrai que là aussi on peut distinguer puisque vous avez des artistes qui utilisent l'IA pour quelque part compléter leur processus créatif. Je pense par exemple à un artiste assez connu américano-turc qui s'appelle Refik Anadol et qui explique bien quelle est sa démarche artistique et comment il utilise les outils à sa disposition pour orienter sa création. Et puis à l'inverse, vous avez de l'IA qui complètement en autonomie génère des œuvres d'art juste sur la base de quelques prompts, ces fameuses instructions que l'on renseigne dans la machine et qui sont parfois renseignées par des gens qui ne sont justement pas des artistes, comme je vous le disais, et qui utilisent des logiciels comme Midjourney. Et là, effectivement, on est dans quelque chose en termes de visuel très réussi et très complexe, mais se pose la question de est-ce de l'art? Est-ce véritablement de l'art? Alors, il y a un véritable marché qui s'est constitué. Comment se structure-t-il ? Alors le marché, effectivement, on le voit avec les ventes aux enchères qui ont eu lieu, commence à prendre de l'ampleur. Vous avez des plateformes spécialisées dans la vente de ces œuvres créées par de l'intelligence artificielle ou avec de l'intelligence artificielle. Il y a des plateformes comme SuperRare ou Artblocks qui sont vraiment spécialisées là-dessus. Et puis après, vous avez les plateformes classiques, on va dire, de NFT comme OpenSea, qui regorgent d'œuvres créées par de l'IA ou avec de l'IA. On voit que le marché se structure puisque je vous disais des ventes qui parfois atteignent des sommes très, très, très élevées. L'artiste IA Boto, on a vu qu'il y avait pour plus d'1 million de ventes, $1 million de ventes d'œuvres NFT. Et donc, vous avez des acheteurs pour ces œuvres. Vous avez des collectionneurs qui se spécialisent là-dessus. Et puis, vous avez aussi tous les investisseurs en crypto qui y voient une nouvelle source potentielle d'investissement. Donc voilà, le marché progressivement se structure. Donc un marché qui se structure, mais il y a une question qui reste fondamentale, c'est la question du droit d'auteur. Qui détient le droit d'auteur sur une œuvre créée par l'IA ? Alors le sujet est complexe, effectivement, commence à donner lieu à de plus en plus de décisions. Pour le moment, on a des décisions qui sont assez variées, mais beaucoup de pays quand même maintiennent la notion d'humain dans la notion de droit d'auteur. Je m'explique, par exemple, aux États-Unis, pour avoir une protection par le droit d'auteur, il faut déposer son œuvre au Copyright Office qui va déterminer si votre œuvre est protégeable par le droit d'auteur ou non. Et en l'occurrence, aux États-Unis, il y a comme ça eu une œuvre créée par Thaler qui a été refusée à la protection et cet refus de protection a été confirmé par une juridiction américaine précisément parce qu'il n'y avait pas eu de contribution humaine dans le cadre de cette œuvre. En France, c'est pareil. En France, on va effectivement vous dire qu'il faut une intervention humaine significative.
Il y a eu une décision chinoise qui a fait un peu de bruit il y a quelque temps, parce que justement, elle a accepté cette protection de l'œuvre générée par IA, considérant que les instructions, les prompts qui avaient été finalement renseignés montraient suffisamment une création humaine, et donc on pouvait faire bénéficier de la protection. Et donc dans ce cadre-là, nous sommes en France, donc évidemment la problématique européenne est importante. Vous avez le règlement européen qui, lui, ne donne pas d'indication sur la possibilité de protéger ou non une œuvre par IA, mais qui introduit des exigences de transparence sur les contenus générés par IA. Donc voilà, le sujet commence à être régulé progressivement. Alors, il commence à réguler, on voit quand même qu'il y a encore quelques zones d'ombre. Et il y a un autre risque qui est important, c'est le risque de plagiat. Concrètement, quels sont les risques de plagiat et de l'usage de bases de données d'images existantes ? Oui, alors c'est ce qui fait beaucoup de bruit, évidemment, c'est le fait que tout le monde a bien compris que ces outils avaient été entraînés sur des bases de données très importantes, des bases de données visuelles, et donc à l'évidence sans autorisation des détenteurs de droits. Et donc c'est ce qui crée aujourd'hui la polémique, puisque ces outils continuent d'être utilisés et donc sans rémunérer les auteurs. Et on parle évidemment de plagiat, puisque c'est la définition même de la contrefaçon, c'est d'utiliser une œuvre sans l'autorisation de son ayant droit. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'on voit aussi des artistes qui utilisent ces outils numériques qui se retrouvent eux aussi plagiés. Par exemple, on peut parler de Greg Rutkowski, qui est un artiste digital très connu, dont les œuvres sont très réputées. Il travaille d'ailleurs avec des éditeurs de logiciels de jeux. Et son style est réutilisé aujourd'hui sans son consentement. Il suffit de demander à la machine de vous faire une œuvre dans le style de Greg Rutkowski, et ça génère des images qui ressemblent beaucoup à ce que lui-même fait. Donc ça pose évidemment question. Et puis il y a cette problématique, comme je vous disais, de transparence des données d'entraînement. Tous ces outils ont été entraînés sur des bases de données très importantes. Getty Images en particulier a vu sa base de données exploitée par ces outils, et aujourd'hui se pose la question de la rémunération aujourd'hui des ayants droit. Alors, une nouvelle question aussi qui est introduite par ces problématiques de génération d'images, c'est la conséquence pour les artistes. Vous avez évoqué déjà quelques exemples, mais quels sont les impacts sur les artistes traditionnels ? Oui, à partir du moment où vous entraînez les moteurs sans demander l'autorisation des artistes, par définition, ils n'ont pas pu percevoir de rémunération. Et ce qui est un peu la double peine, c'est que finalement, aujourd'hui, ces outils se substituent à leur propre travail créatif, et notamment dans le design, dans tout ce qui est la publicité, l'illustration. Évidemment, il y a une forte demande de visuels, et c'est beaucoup plus facile finalement d'aller saturer presque le marché avec des contenus IA sans payer les artistes. Donc on voit bien qu'il y a un risque économique qui est important, une perte de reconnaissance artistique aussi évidente, parce que tout ça amoindrit la qualité du travail fourni par ces créateurs, et ça pose évidemment des questions de pérennité de leur activité même. Pour finir, comment vous voyez le développement de ces œuvres d'art générées par l'IA ? Est-ce que l'IA va-t-elle être reconnue comme artiste ? Oui, alors on en est loin. Je pense que pour le moment, il n'y a pas de reconnaissance juridique du statut d'auteur par la machine. On est bien sur la notion d'empreinte de la personnalité de l'auteur, et donc de la personnalité humaine. Mais le débat est ouvert, et notamment sur un éventuel statut de co-auteur entre la machine et l'IA. Et ça pose d'autres questions, le droit des robots, etc. Bon, on va suivre tout ça de près. Merci Stéphanie Berland pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet DWF. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.